Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons prendre la suite de la magie et l'hypnose avec la vision astrale dans le passé. Donc toujours, je crois qu'on est sur le chapitre 8, on sera sur la 3e partie. Magie et l'hypnose signée par Papus. Si vous nous rejoignez sur la chaîne, je vous conseille d'aller reprendre la lecture du premier chapitre, qui se trouve bien sûr dans la playlist créée pour le livre. Voilà. Sinon pour les autres, bienvenue à vous, merci de votre présence, je vois que vous êtes fidèles et assidus pour certains en tout cas. Bravo à vous parce que ce sont des lectures qui sont pas toujours très évidentes, mais bon, pour Papus ça va, on a des écrits qui sont assez faciles. Voilà, bon, aujourd'hui notre ami à quatre pattes, je fais le petit clin d'œil à Jean-Jacques, est là, avec des gros ronrons, sachant que avec le nouvel aménagement, cette fois-ci, il est dans mon dos. Donc je ne sais pas s'il va rester très longtemps, mais en tout cas, ça ronronne déjà très très fort. Voilà, allez, sans plus attendre, on va prendre la lecture. Vision astrale dans le passé. Entre parenthèses, article, je pense, tiré de l'initiation de juillet 1895, puisqu'il met entre parenthèses cette petite annotation. C'est parti. Le 16 à 4 heures et quelques minutes, j'ai vu chez moi, dans un salon d'attente que je traversais, un druide couronné de verdure, vêtu de la tunique blanche, armé de la baguette, surmonté du croissant en forme de faucille, et ce qui me surprit le plus, ce fut de le voir à l'ordre d'Ap. Alors, Ap 3 points, Mac 3 points. Vous savez que ce sont des degrés d'initiation. Donc l'ordre, je pense que ça doit être apprenti maçon. Mais là, il le met Ap 3 points, MAC 3 points. La vision souriante a duré plus de 30 secondes. Voici dans quelles circonstances cette vision s'est produite. J'ai profité du 16, jour anniversaire de ma 61e année, pour réunir quelques personnes afin de pendre la crémaillère et inaugurer la nouvelle salle des séances, puisque, comme vous le savez, du 3 je passais au 6. Il y avait une dizaine de personnes toutes amies, étudiant ou le spiritisme ou l'ésotérisme. Je leur expliquais pratiquement la cérémonie des Celtes quand le druide bénissait la nouvelle demeure. Je vous envoie le canevas et vous verrez que, représentant le druide dans la cérémonie, j'étais tout préparé pour une manifestation de l'astral. Vous savez que tous les jours j'étudie la culture psychique et me mets en communication avec l'astral. Donc là c'est signé Dr H. Girois. Alors Joie. Là, on a un autre petit paragraphe. Psychométrie collective, expérience du théurge Philippe. Il est possible dans certains cas, et lorsqu'on possède une très grande action sur le monde invisible, de faire consciemment percevoir une image astrale à toute une assemblée. Nous avons vu réaliser ce phénomène plusieurs fois devant nous par le théurge Philippe à Lyon, et nous allons citer un de ces faits pour nos lecteurs. Alors je pense que ça doit être peut-être Philippe de Lyon, mais pas certain. Alors je sais qu'ils se connaissaient, mais est-ce que c'est vraiment lui? Parce que si c'était Urge, faut voir, parce que il me semble que sur Philippe de Lyon, alors j'ai une autre personne qui pourra peut-être me corriger, qui m'a envoyé des documents à ce niveau. Il était quand même très catholique et très opposé à l'ésotérisme. Hein, donc est-ce que c'est la même personne? Et à voir, Fred, si tu m'entends, tu pourras peut-être me dire ce qu'il en est exactement par mail ou même en commentaire. Nous extrayons ce récit d'un compte-rendu des cours de l'école de magnétisme de Lyon dirigé par le professeur Philippe. Pas sûr que ce soit lui quand même. Hein. Une personne demande au maître pourquoi ce Dieu si bon tolérait les révolutions à la guerre et les guerres, où tant de malheureux succombaient et mouraient sous le feu des fusils et des canons et périssaient par les baïonnettes. À cette question, le maître répond « Mais vous ne vous souvenez donc pas du jour où je vous ai expliqué que la mort n'était effrayante que pour ceux qui entouraient le sujet devant disparaître du nombre des mortels ?» En gros, ce qu'il dit, c'est que la mort, elle est surtout effrayante
pour ceux qui la vivent à travers quelqu'un d'autre au final. Ne m'avez-vous pas demandé la preuve de ce que je vous disais? Ne vous ai-je pas dit qu'un cliché se présentait à vous et vous, comme une automatique machine, vous exécutiez les décrets de Dieu? Je vous expliquerai ce que devient ce cliché après le temps déterminé. Ne m'avez-vous pas demandé si on verrait un jour la fin des choses? Et je vous ai répondu à ce sujet. Ne m'avez-vous pas demandé ce qu'était un cliché? Je vous l'ai dit. Ne m'avez-vous pas demandé encore si vous pourriez entendre des voix et de la musique partant d'un cliché? Ne vous souvenez-vous pas de celui de la bataille de Waterloo, comme si cette journée mémorable se fût passée en votre présence ou sous vos yeux? Quelqu'un parmi vous n'ont-ils pas vu et tout parfaitement entendu? Vous vous rappelez les cris, les grincements de dents des malheureux blessés? N'avez-vous pas senti la poudre brûler et vu sa fumée? Tous ceux qui étaient à cette séance n'ont-ils pas entendu le roulement des tambours, les coups de canon et les fusillades? Vous me demandez si les blessés souffrent encore depuis ce temps? En effet, c'est votre droit, mais je ne dois pas aller si loin. Sachez bien qu'ici-bas, pas plus que dans les autres mondes ou autres terres, tout a une vie et que la mort n'est qu'apparente et n'est en réalité qu'une métamorphose. Le cliché de Waterloo n'est pas mort. Il a été fait au commencement et durera toujours en se modifiant. Il est vrai. Mais il est vivant et n'a pas été créé seulement pour nous, mais aussi pour d'autres peuples, d'autres mondes et d'autres terres. Tous ceux qui ont apporté la parole de Dieu vous ont dit qu'il était bon et juste. Ils vous ont défendu de juger ses œuvres, et vous, lorsque vous serez juste, vous comprendrez que vous n'avez pas à juger ses œuvres, car vous les trouverez justes. Si vous êtes plus juste encore, vous vivrez par lui et pour lui. Donc si, on a quand même le côté Dieu très présent. S'il vous a été donné de voir et d'entendre, et que votre curiosité soit satisfaite, vous devez payer, mais payer plus que vous pourrez. Je veux dire que tous, vous faites ce que vous pouvez pour bien faire à l'égard de l'amour que vous devez à votre frère afin de rendre le bien pour le mal. Mais si vous réfléchissez bien, vous reconnaîtrez que vous auriez encore pu mieux faire. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut payer plus que vous ne le pouvez. Oui, on est dans le côté... vous remarquerez qu'aujourd'hui, c'est tout l'opposé. Hein. En gros, ces générations TPMG, tout pour ma gueule... Là, on est un petit peu dans le sens inverse. D'ailleurs, je vais pas tarder à vous faire vous savez, un dialogue avec l'IA, un 4e volet, sur justement ce conflit de génération et d'attitude qu'il y a entre les différentes générations. J'ai hâte de le faire. Donc, ici, dans ce cas-là, bon, on peut comprendre les données de Maître Philippe de Lyon, et bien entendu qui sont liées à lui, son avancement. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas aujourd'hui enlever le fait que la peur de la mort pour beaucoup, pas forcément, vous savez, la peur de ce qui est après ou de l'inconnu, mais les souffrances et les douleurs, que ce soit par la maladie, que ce soit par la violence, la brutalité de quelque chose, ça reste quand même quelque chose de pénible et je pense que les gens en attendant ont aussi beaucoup peur de ça. Beaucoup peur de ça. Et la souffrance aussi, c'est ne plus avoir les siens. Donc oui, la mort d'une certaine façon par rapport à celui qui part, mais il y a aussi la terreur dans laquelle il peut partir. Et puis de l'autre côté, vous avez la peur de laisser ce qui vous entoure, peut-être parfois dans le besoin, et de l'autre côté, vous avez les parents ou autres qui ont le chagrin de voir partir quelqu'un qu'ils aimaient, tout simplement. Donc je pense que ça c'est foncièrement humain et puis que ça peut aussi s'accepter d'une certaine façon. Et voilà, je pense que la mort, ok, mais pas pour rien non plus d'une certaine façon. Ok, le jeu ici est pas terrible toujours, mais bon, si on peut conserver des choses un peu positives et s'épargner justement des terreurs complémentaires, écoutez, tant qu'à faire, on va faire un effort là aussi. Enfin, c'est tout à fait naturel de rechercher ici une forme de stabilité, de sérénité, de joie, plutôt que des choses désagréables.
Donc là, ça finit comme ça. Ensuite, on va voir le 4e paragraphe, image astrale du présent. La télépathie, donc je pense qu'il reprend des textes issus de quelques journaux ou pas, ça dépend. On va voir celui-ci. Mais là, je vois bien, oui, il y a des petites choses. Bon, allez, image astrale du présent, la télépathie. Si la psychométrie a été peu étudiée par les savants contemporains, il n'en est pas de même pour la télépathie ou vision des images astrales se rapportant à des faits du présent indépendamment de la distance. Donc, on est d'accord, psychométrie, on touche à un objet, on a des données. Télépathie, on envoie des images, on envoie des pensées. Ou on les réceptionne. C'est-à-dire qu'une mère étant à Londres, alors que son fils est aux Indes, s'il arrive un accident à ce fils, la mère aura tout d'un coup, à Londres, la vision de ce qui survient au même instant aux Indes. L'apparition consiste soit seulement dans l'image du fils blessé ou mort, soit dans la vision de la scène tout entière de l'accident, suivant le rapport plus ou moins intense de la voyante avec le plan astral. De là, le nom de fantôme des vivants, entre parenthèses, Phantasm of Livings, donné à ces faits par les Anglais et d'hallucinations télépathiques, entre parenthèses télé, loin, patéraire, patéré, pater, sentir, donné à ces faits par quelques savants français. Donc, hallucination télépathique, télé, pater. Ce dernier terme est détestable à cause du mot hallucination, qui est sujet à une foule de définitions contradictoires. Le mot télépathie ou fait télépathique est acceptable à la grande rigueur pour les profanes, mais l'occultiste qui connaît la véritable raison d'être de ces faits n'hésitera jamais à y voir une image astrale, quel que soit le nom qu'on lui donne par ailleurs. Comme cette image astrale est en rapport au présent, elle constitue un fait d'ordre télépathique, ce qui éclaircira la lampation, mais elle n'en restera pas moins une image astrale. Voici quelques expériences qui indiquent la clé des visions télépathiques. Donc, je voulais aussi en profiter pour vous dire qu'on arrive bientôt à la fin. On a moins d'une centaine de pages de la fin et on arrive un peu à la fin du livre. Donc, on va enchaîner Jolivet Castelot de toute façon puisque c'est celui qui a réussi à aller au bout du sondage. Et je me posais la question si on n'allait pas refaire un sondage où, comme la cabale de Papus était vraiment au coude à coude, à 3% près avec Jolivet Castelot, comment devenir alchimiste, je pense qu'on va faire la cabale en même temps. Voilà, donc vous me direz si ça vous inspire ou pas, ou est-ce que je relance un sondage, je verrai éventuellement. En tout cas, on arrive bientôt à la fin du livre, donc il va falloir le remplacer, trouver quelque chose, on verra un petit peu ce que ça donne. Essai de transmission hyperphysique de la pensée communiqué par Antoine Schmoll. Donc ça, c'est un nouveau texte. Le Sphinx, 14 février 1897, traduit de l'allemand par Yvon Leloup. Les essais suivants furent tous tentés le soir, à la lumière, chez moi, 3 avenue de Villiers à Paris, avec le concours de monsieur Étienne Mabire, officier de marine en retraite, et mademoiselle Louise M., et de ma femme. Un jeune officier, M.D., a de plus assisté à notre première séance. Nous expérimentions dans la salle à manger dont le dessin ci-dessous représente l'arrangement intérieur. Donc là, je vais vous le mettre. Et voilà. Nous opérâmes de la manière suivante. La personne désignée pour recevoir l'impression des sujets d'expérience, entre parenthèses, dessin ou objet matériel, s'asseyait tournant le dos aux deux autres dans le coin P de la chambre, où on lui bandait les yeux. Pour la clarté, je nommerai cette personne la passive, parce que son rôle se réduit à ceci, recevoir des impressions psychiques, pendant que la tâche des autres personnes, les actives, consiste à faire naître ces impressions sur la concentration du regard et un vouloir énergique. Sur la figure numéro 1, donc toujours la même, P désigne donc la passive et AA les actives. Je dirais cependant qu'au cours des 3 premières expériences, 2 personnes actives agissaient seulement, placées en A, petit a,
et A petit a point. O est l'objet ou le dessin constituant le corps de l'expérience. La lampe L est posée sur une suspension. Les flèches donnent la direction du regard. Après que la personne passive s'est commodément assise dans le coin P, distant d'environ 3 mètres de la table, et qu'on lui a bandé les yeux, un des actifs désigne une figure quelconque en gros traits sur une feuille de papier blanc que l'on pose à plat sur la table en haut. Cependant, nous reconnûmes cette manière de procéder défavorable à la réussite de l'expérience, et à notre 6e essai, nous posâmes verticalement le dessin. D'autre part, comme il a été dit plus haut, les actifs dont les regards partant de AA pour aboutir en O se croisaient à angle droit furent placés sur une même ligne en A, les uns à côté des autres, de manière à réaliser la plus petite divergence possible entre les directions des regards. Le bandeau qui ferme les yeux ne doit pas être serré trop fort, sinon la pression sur les lobes oculaires occasionne un scintillement qui s'oppose à la production de bons résultats. Ce bandeau n'a pour but que d'empêcher la vision directe et pour ce faire, une puissante pression n'est pas nécessaire. De même, le passif était instantanément invité à ne fermer les yeux qu'à demi pour ne pas fatiguer les muscles orbiculaires. Les 7 dernières expériences furent faites sur des objets matériels. Dans ce cas, il est de toute nécessité qu'aucun autre objet ne soit à voir sur la table qui puisse influencer la pensée des actifs. Confère 14e expérience. Pendant les expériences, un parfait silence règne dans la chambre. Les actifs regardent incessamment l'objet et concentrent toute leur force de volonté sur les désirs de produire devant les yeux obscurés du passif une image sensible. On avait recommandé à ce dernier de s'abandonner tout entier à l'attente passive d'une vision, par conséquent d'éviter soigneusement tout effort de l'esprit tendant à se représenter la forme de l'objet. Il va de soi qu'avant d'ôter le bandeau des yeux de la personne passive, l'objet était caché, excepté en cas d'insuccès, si aucune impression n'avait été produite. Les objets d'expérience étaient posés sans aucun bruit sur la table. Celle-ci était d'ailleurs recouverte d'un épais tapis. Le passif ne pouvait percevoir le moindre choc à la mise en place de ces objets. À la fin de la séance, on redirigeait une minutieuse description du cours et des particularités des phénomènes. Voici quelques renseignements sur les personnes représentées. Mademoiselle Louise, M., âgée de 25 ans, est vive et gaie. Ma femme, âgée de 39 ans, est d'un tempérament tranquille. Monsieur Mabir, 59 ans, est sérieux, réfléchi, circonspect en ses jugements. Quant à moi, j'ai 43 ans et je suis de constitution normale, sauf une nervosité excessive. D'accord. D'accord. Au moins il le reconnaît. Dès le commencement, il fut convenu entre nous que chacun se garderait très soigneusement des illusions et particulièrement d'exagération à l'égard des résultats obtenus. Nous voulions simplement savoir à quoi nous en tenir sur cette question, et une amplification complaisante des résultats nous y eût peu aidé. Nous n'avons pu d'ailleurs jusqu'à maintenant acquérir la preuve que l'un de nous soit prédisposé à devenir médium ou somnambule. Plusieurs essais typologiques que nous fîmes ces derniers temps sont demeurés tout à fait sans résultat. Un médiumninisme possible, s'il existe chez l'un de nous, n'est donc pas encore arrivé au terme de son développement. Aucun de nous n'était sceptique à l'endroit des phénomènes psychiques en général, mais aussi, si nous ne nous sentions pas autorisés à nier ces précédents, que des savants compétents affirment avoir constatés, nous penchions cependant plus ou moins à considérer la plupart de ces phénomènes comme étant d'une nature subjective. On trouvera plus loin le récit de la production d'images matérielles qui se jouait devant les yeux fermés du passif. On ne perçoit rien pendant plusieurs minutes, un quart d'heure même. Puis apparaît dans le champ de vision un reflet lumineux de forme indéterminée. Cette image confuse semble progressivement se concréter. Elle disparaît et réapparaît à des intervalles de plus en plus courts.
On commence à saisir des formes qui se précisent de minute en minute, jusqu'à ce que, enfin, on se dise « je crois maintenant voir ce que c'est ». Quand un essai semblait ne pas devoir réussir, le passif se rapprochait de nous, les yeux toujours bandés, et donnait la main à 2 des actifs, pendant que le 3e fermait la chaîne. Mais il ne semble pas que le procédé parmi nous, du moins, ait été de quelque efficacité. L'intensité des images n'en était pas sensiblement augmentée, et quand aucune n'était apparue précédemment, nous n'obtenions pas de meilleurs résultats après la formation de la chaîne. Pour définir, disons encore qu'il n'y avait pas de différence essentielle dans les aptitudes des expérimentateurs à la lecture de la pensée et qu'au cours des expériences, cette faculté ne fit de remarquables progrès chez aucun de nous. Ensuite, on a un autre titre. Premièrement, 20 juillet 1886, actif Monsieur Mabir, lieutenant D, Madame Schmoll, passif A. Schmoll. Objet, une paire de lunettes en or est posée sur la table. Résultat, atteint après 8 et 10 minutes. Je vois quelque chose comme des pétillements d'étincelles ou comme des éclairs de petite longueur. Remarque, les actifs d'un commun accord attribuèrent cette vision à la réflexion des rayons lumineux qui, par suite de l'éclairage oblique, étaient renvoyés dans leurs yeux. Deuxièmement, 31 juillet 1886. Actif, Monsieur Mabir, Mademoiselle Louise, Madame Schmoll, passif, Schmoll. Objet, figure 2. Résultat. Après 10 minutes, je vois quelque chose de rond, un cercle dont le contour semble se rétrécir du dehors au dedans. Après une pause, le mouvement cesse, c'est une forme ronde ou plutôt elliptique. Remarque. Monsieur Mabir avait d'abord dessiné le contour extérieur de la figure, l'épaississant ensuite au-dedans par des traits de plume. Troisièmement, le même soir. Actif, Mademoiselle Louise, Madame Schmoll, Schmoll. Passif, Monsieur Mabir. Objet, un canif posé sur la table. Résultat, manqué. Après un quart d'heure, Monsieur Mabir ôte le bandeau et déclare, après avoir vu l'objet, que sans percevoir aucune forme, il avait involontairement pensé à un canif. Il regrette de ne pas avoir dit cela avant d'enlever son bandeau. Je vous rappelle, vous savez qu'il y a des écoles, alors je crois qu'il n'y en a pas en France, où on apprend aux enfants, mais ils peuvent rentrer uniquement avant 8 ans, à jouer au foot avec un bandeau sur les yeux. Et ils apprennent à détecter justement les choses à travers un bandeau avec les yeux fermés. Entre autres, vous êtes en train d'écrire et eux savent ce que vous écrivez. Et pour eux, c'est naturel. Seulement, ils expliquaient bien, je me souviens avoir vu le reportage, que pour pouvoir intégrer l'école, c'était important d'avoir moins de 8 ans, tout simplement parce que cela permettait de pas avoir, vous savez, ces a priori et les croyances limitantes qui s'établissent sur l'enfant. C'était plus facile de réussir à convaincre que c'était possible avant, et donc les choses pouvaient se mettre en place. Après, c'est plus compliqué. Mais je crois qu'il existe maintenant des formations même pour les adultes pour voir à travers. Voir lorsque vous avez les yeux fermés. On continue. Même soir, actif Mademoiselle Louise, Monsieur Mabir, Madame Schmoll, et passif, Monsieur Schmoll, bah oui, il a voulu réessayer. Objet, figure 3. Parce qu'on n'est pas obligé de voir, on peut juste savoir. C'est pour ça qu'on a des clairvoyants, des clairs sentants, enfin des clairs sachants. Le clair savoir, c'est aussi les clairs audients aussi. Résultat, après un quart d'heure, cela semble être un éventail chinois en bambou. On dirait aussi un cœur dont la pointe s'allonge en tige. Et je dessinais, sans avoir vu l'original, l'image de la figure 3. Remarque, je voyais clairement l'objet symétriquement dédoublé. Cinquièmement, 4 août 1886, actif Mademoiselle Louise, Monsieur Mabir, Madame Schmoll, passif Monsieur Schmoll, enfin je pense. Objet figure 4. Résultat, je vois 4 cercles tangents. Non, ce sont 2 8 qui se croisent à angle droit. Après une pause de quelques minutes pendant laquelle la chaîne s'est formée, maintenant je ne vois plus que la moitié de la figure précédente. Sur quoi je dessinais l'image de la figure 4.
6. 12 août 1886. Actif, Mademoiselle Louise, Madame Schmoll, Monsieur Schmoll. Passif, Monsieur Mabir. Objet, figure numéro 5. Résultat. Ce que je vois me rappelle une spirale nébuleuse. Je ne peux pas très bien le décrire, mais je vais essayer de le dessiner. Donc oui, on a bien en parallèle la figure, l'objet qui est représenté, et ensuite le résultat de ce qui est donné. 7. 20 août 1886, actif Madame Mabir, Madame Schmoll, passive Louise, Mademoiselle Louise, objet figure 6. Je vois deux lignes droites qui forment un angle, tantôt tourné en bas comme un A, tantôt en haut comme un V. Pause de plusieurs minutes. C'est singulier, je vois maintenant les deux figures réunies par leur pointe. Mademoiselle Louise enlève alors le bandeau et elle dessine l'image de la figure 6. Huitièmement, le même soir. Actif Mademoiselle Louise, Madame Schmoll, passif Monsieur Mabir, objet figure 7. Résultat, ce n'est pas très précis, c'est difficile à décrire, je vois une rangée d'angles obtus croissantes, décroissantes, emboîtées les uns dans les autres. Cela me rappelle les chaînes de montagnes, comme celles qui sont dessinées sur les cartes géographiques. Monsieur Mabir trace alors l'image de la figure 7. Neuvièmement, le même soir, Mademoiselle Louise, Monsieur Mabir, Madame Schmoll, passif Schmoll, objet figure 8. Après un quart d'heure, je vois deux lignes claires divergentes, tout à fait semblables à celles que l'on voit à l'ouest du double cratère de Messier. Entre parenthèses sur la Lune. 3 minutes de pause. Maintenant, ce sont deux angles obtus presque droits, emboîtés l'un dans l'autre. Je dessinais les deux images de la figure 8. Remarque, la ligne verticale de l'original ne fut donc pas vue. Même soir, Mademoiselle Louise, Monsieur Mabir, Schmoll, en passif c'est Madame Schmoll, objet figure 9. Résultat, je vois un objet ovoïde très petit avec un point au milieu. Mademoiselle Louise et moi répondons par un éclat de rire, tandis que Monsieur Mabir garde son sérieux. Mais Madame Schmoll se reprend aussitôt et dit « Vous devez bien avoir raison, car maintenant je vois très clairement quelque chose de tout différent, comme trois angles droits se couvrant l'un l'autre. » Madame Schmoll ôte son bandeau et dessine les deux figures. Ça, c'était le chat qui a fait une bêtise. Remarque, alors seulement Monsieur Mabir déclare la surprise qu'il a éprouvée à la description de la première figure. Son intention primitive avait été de dessiner non une figure en zigzag, mais la forme rudimentaire d'un œil. Comme on le voit sur la figure, la deuxième image présente les trois angles droits, non l'un à la suite de l'autre, mais l'un dans l'autre. Le nombre et la forme de ces angles sont d'ailleurs restés les mêmes. Le 24 août 1886, c'est la 11e expérience. Ben ouais, à l'époque, ils n'avaient pas de télé. Enfin, en tout cas, ça fonctionnait pas. Oui, non, il n'y en avait pas. Ils n'avaient pas des télés dans tous les foyers, donc ils s'occupaient. Ils s'occupaient un peu différemment, ils vivaient des expériences ensemble, ils lisaient, ils parlaient. Ils faisaient des soirées entre amis. C'est vrai que ça changeait un peu. On continue. 11e, le 24 août 1886, actif Mademoiselle Louise, Madame Schmoll passif, Monsieur Mabir, objet figure 10. Résultat, Monsieur Mabir voit une sorte de demi-cercle semblable à la queue d'une comète, mais de structure hélicoïdale, comme une nébuleuse cosmique. Il reproduit ce qu'il a vu par l'image de la figure 10. 12e, le même soir. Actif, Mademoiselle Louise, Monsieur Mabir, Schmoll. Passif, Madame Schmoll. Objet à un poids de 500 grammes en laiton posé sur la table. Résultat, ce que je vois ressemble à un petit morceau de bougie sans chandelier, mais il doit être allumé, car je vois des étincelles à sa partie supérieure. Remarque, à la partie supérieure de l'objet, désignée par la flèche, tous les actifs virent des rayons réfléchis dus à l'obliquité de l'éclairage. Le point avait été nettoyé à neuf. La forme vue se rapproche sensiblement de l'original si on considère que le contour de celui-ci.
Même soir. Bon, il y en a encore quelques-uns, les amis. Je regarde, oui, il y en a encore quelques-uns, mais bon, allez, on y va. Pour ceux qui s'ennuient un petit peu, là, vous pouvez avancer un peu le texte, hein. Mais il y en a encore quelques-uns. Le même soir, actif Madame Mabir, Monsieur Mabir, Madame Schmoll, Schmoll, passive Madame Louise. Objet. Ça change un peu. Ma montre en or, sans la chaîne, est posée sans bruit devant vous, le dos tourné vers nous, le cadran porte des chiffres romains. Résultat. Après 5 minutes, je vois un objet rond, mais je ne puis mieux le décrire. Pendant la pause qui suit, je tourne la montre, sans faire le moindre bruit, nous voyons alors le cadran. Aussitôt, mademoiselle Louise s'écrie « Vous regardez certainement la pendule qui est au-dessus du piano, car je vois très distinctement un cadran avec des chiffres romains. » Il commence à être... En fait, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une progression, on a l'impression. Remarque. De tous les résultats obtenus jusqu'ici, ce dernier est certainement le plus remarquable. Le tic-tac de la montre n'avait rien pu trahir. Il était impossible aux actifs, assis tout près, de le percevoir à cause du perpétuel roulement des voitures dans la rue. Et mademoiselle Louise, assise à 3 mètres de là, était d'autant plus hors d'état de l'entendre. Roulement des voitures dans la rue, vous imaginez les amis? Oui, ils étaient dans leur appartement, en bord de route, et à l'époque, il y avait déjà les voitures de l'époque qui devaient peut-être faire un bruit un petit peu plus important qu'aujourd'hui. À mon avis, ça devait pas être très tranquille. On continue avec la 14e session, le 10 septembre 1886, active mademoiselle Louise, monsieur Bir, madame Schmoll, avec passif Schmoll. L'objet, c'est un livre inuit broché qui est mis sur la table. Le résultat entièrement manqué, je ne vis rien du tout. Bon, lui, il a du mal, de toute façon. Remarque, il avait été négligé avant le commencement de la séance de débarrasser la table. Le livre était donc entouré d'autres objets et par le fait mal éclairé. Le même soir, il recommence. Alors cette fois-ci, actif, mademoiselle Louise, monsieur Mabir, Schmoll et la passive, c'est madame Schmoll. Une bougie de 20 cm de long est posée sur la table. Après 8 minutes, donc en résultat, après 8 minutes, je vois quelque chose, mais pas assez distinctement pour dire ce que c'est. C'est un objet allongé et blanchâtre, elle aussi elle évolue. De quelle longueur? Demande monsieur Mabir. Madame Schmoll nous indique un écartement avec ses mains, la grandeur approximative de l'objet, mais ne pouvant y arriver avec précision, elle ajoute de la longueur d'une grande main, environ 20 cm. Et comme on lui demande quelques détails, je ne vois qu'une baguette, mais à un bout, il doit y avoir de l'or, car il brille quelque chose. La bougie n'était pas allumée. Mais bon, dans l'idée, la bougie induit qu'elle est allumée, et donc effectivement, elle a dû capter cette donnée. 16e expérience, le même soir, avec cette fois-ci la passive Madame Louise, Monsieur Mabir et Madame Schmoll, qui sont actifs. On remarquera que Monsieur Schmoll n'est pas là. Objet, une tasse à thé en faïence est posée sur la table. Résultat. Après 5 minutes, ce n'est pas un dessin mais un objet matériel. Je vois très distinctement un petit vase, un pot ou une tasse. On voit qu'ils évoluent. Le même soir, tout le monde est là et c'est le passif, c'est monsieur Mabir. Donc, actif, mademoiselle Louise, madame Schmoll, Schmoll. Objet, une griffe est mise sur la table. Résultat, après 20 minutes, l'image m'apparaît assez confuse. Je crois cependant voir la partie inférieure d'un bocal. Pause. Maintenant, je ne vois plus rien. Nouvelle pause de 5 minutes. Maintenant, je vois une autre forme. 2 courbes en forme d'S, placées symétriquement l'une en face de l'autre. Monsieur Mabir dessine alors l'image de la figure 12. Remarque. La partie inférieure de l'original fut aperçue évidemment d'abord, puis la partie supérieure. Continue avec l'expérience 18 le même soir, actif monsieur Mabir, madame Schmoll, Schmoll et la passive mademoiselle Louise qui a l'air quand même pas mal, pas mal douée. Le binocle de monsieur Mabir, donc ça c'est l'objet. Le résultat, après 5 minutes, je vois 2 courbes ouvertes par en haut et qui ne se touchent pas. Mademoiselle Louise dessine l'image de la figure 13. Nous fîmes en tout 25 expériences, parmi lesquelles sont choisies les 18 précédentes.
Les résultats atteints laissent sans doute beaucoup à désirer. Cependant, il faut reconnaître que dans beaucoup de cas, l'image présentait les caractères fondamentaux de l'original et que, dans plusieurs même, elle s'approchait très près de la réalité. À proprement parler, il n'y eut en aucun cas de contradiction absolue entre les formes de l'image et celles de l'original. Nous avons pu nous en convaincre par ce fait que les actifs, en concentrant leur regard sur l'objet donné, en projetant une image plus ou moins approchante sur la rétine spirituelle de la personne passive, et nous tenons pour certain qu'un simple désir, entre parenthèses qu'il ait été inconscient ou intentionné, n'aurait pas donné les résultats cités plus haut. Nous continuerons ces expériences psychiques et espérons que de semblables seront commencées dans d'autres familles, car avant que la science puisse arriver à la synthèse de ces phénomènes, si peu connus et cependant si importants de la vie animique, il lui faut donner un matériel de fait empirique le plus complet possible. Il n'est à vrai dire pas si facile que l'on pourrait le croire de trouver dans son entourage quelques personnes qui sachent apprécier la portée de telles expériences et y apporter le sérieux convenable et la persévérance nécessaire, mais un peu de peine ne doit pas vous contrarier lorsqu'il s'agit d'éclairer des exemples dont l'exacte connaissance nous conduit peut-être à la démonstration physiologique de notre moi transcendantal. Bon, si vous avez un dîner entre amis, les amis, vous avez envie de faire une petite activité, écoutez, vous pouvez tenter ça, ça peut être rigolo. Franchement, vous bandez les yeux d'une personne et puis les autres émettent. Vous donnez par contre un temps donné parce que sinon ça peut devenir ennuyeux. Et c'est parti, peut-être que vous aurez de sacrées surprises. Qui sait? On ne sait jamais. Nous avons fait rentrer, alors oui, on reprend un autre chapitre. La vision idéale, donc rien à voir avec tout à l'heure, c'est un nouveau titre. C'est même pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau titre. La vision idéale. Nous avons fait rentrer dans le cadre des images astrales les visions créées par la suggestion. En effet, alors que l'expérimentateur qui donne une suggestion à un sujet hypnotisé ne s'inquiète pas du mécanisme intime de ces phénomènes, l'occultiste fidèle à ses habitudes doit établir la théorie de ces faits par l'alliance intime de la tradition et de son expérience personnelle. Or, la suggestion est, en dernière analyse, la vitalisation d'une image, d'une idée sous l'influence du commandement, d'une volonté, entre parenthèses celle du suggestionnaire, au centre psychique d'un organisme, entre parenthèses celui du suggestionné. L'image est créée dans le plan astral et c'est dans ce plan que la sensibilité intime du sujet parvient à l'apercevoir. Quand je dis au sujet endormi, vous allez voir une rose sur cette table, je vitalise par mon verbe l'image d'une rose dans le plan astral, et cette rose, quoique formée par une simple image astrale, semble aussi réelle au sujet que si elle existait sur le plan physique. Projection mentale, les amis, ça c'est la base. La base. Nous ne disons pas qu'il s'agit d'une hallucination, car l'image de la rose existe réellement, bien que dans un plan différent du plan physique. Tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Donc en bas dans l'esprit on indique et on remonte l'information qui est générée dans ce plan-là. Ce sont là des idées qui sont aussi simples que vraies pour nous et qui ne seront comprises par la science officielle que dans quelques dizaines d'années. Alors ça, pas pour tout le monde, Papus. Aussi, comme il s'agit d'une idée vitalisée et qui demeure visible sous l'influence de la suggestion, nous appellerons cela non pas une hallucination, mais une vision d'idée. Une vision idéale. Donc là, il met une petite annotation qui sera un petit peu différente. Il met, voyez plus haut, des notes études sur la suggestion, les sensations d'un magnétisé. Voilà. On continue. Il faut que je retrouve mon texte parce que je vous dis ça, voilà. Là, on passe sur le paragraphe numéro 5. Image astrale se rapportant à l'avenir. Alors, c'est pas le paragraphe numéro 5, c'est pas le chapitre non plus, c'est une autre partie, mais bon, 5. La vision prophétique.
Le plan astral renferme à l'état de cliché ou d'image les tendances des faits de l'avenir, aussi bien que les fantômes des faits passés. Vous avez compris, je vous relis cette phrase, elle est capitale. Le plan astral renferme à l'état de cliché ou d'image les tendances des faits de l'avenir, aussi bien que les fantômes du passé. Ça, il faudra vraiment bien l'intégrer parce que si vous arrivez à l'intégrer, vous allez pouvoir travailler dessus et vous allez voir, c'est génial. Nous disons tendance parce que la volonté humaine pourra toujours modifier un cliché astral en se groupant en mode de collectivité et en spiritualisant cette volonté collective par la prière et l'union de la providence. Alors l'union avec la providence. La providence, c'est la décision de Dieu, entre guillemets. On compte sur la providence, on compte sur l'aide de Dieu, comme on dit. Il est presque impossible aux voyants non exercés de distinguer l'âge d'un cliché astral et de savoir si ce cliché se rapporte à l'avenir ou au passé. Il n'en était pas de même dans l'Antiquité où les écoles des prophètes fonctionnaient d'après ces règles strictes et déterminées. C'est pour ça que vous avez beaucoup de voyants qui ont du mal à donner des dates précises. Et ils voient les choses, mais parfois ils peuvent se tromper à 2 ou 3 mois. Et puis après, s'il y a les changements de direction et les changements de plan, ce qui aujourd'hui est très très actif, et c'est pour ça que beaucoup de médiums aujourd'hui sont un peu perdus, parce qu'ils peuvent avoir des éléments, mais les plans se confondent, et plus en même temps, vous avez ce problème de temps. Moi je connais une médium qui est vraiment très 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 compétente, mais c'est vrai qu'il y a ce petit souci parfois de temps, de timing, où parfois elle peut se tromper, mais voilà, c'est quelque chose qu'elle connaît et qu'elle maîtrise, mais c'est assez intéressant à voir. Aussi, les visions prophétiques modernes se ressentent-elles de ce manque de direction? Vous voyez, on en parlait déjà. Nous choisirons comme exemple une vision se rapportant à un fait particulier. Elle est arrivée à un sceptique qui a constaté le fait et qui n'a pas cru davantage à l'occulte après cette constatation qu'il n'y croyait avant. L'excellent périodique que nous avons souvent eu l'occasion de recommander à nos lecteurs, la Revue des Revues, publie sous son numéro du 15 septembre 1895 le récit suivant dans lequel nos lecteurs, au courant de l'occultisme, reconnaîtront ce que la tradition nomme une image astrale. Alors là, c'est un nouvel extrait donc qui est paru dans une revue. Finalement, dans ce livre, vous en avez beaucoup. Ça s'intitule « Un crime ». À cette époque, il y a de cela quelques 10 ans, j'étais magistrat. Je venais de terminer la longue et laborieuse instruction d'un crime épouvantable qui avait porté la terreur dans toute la contrée. Jour et nuit depuis plusieurs semaines, je n'avais vu en veille et en rêve que des cadavres, du sang et des assassinats. J'étais venu, l'esprit encore sous la pression de ces souvenirs sanglants, me reposer en une petite ville d'eau qui dort tranquille, triste, morose, sans bruyant casino, sans my coach, tapageur, au fond de nos montagnes vertement boisées. Chaque jour, je quittais X, m'égarant à travers les grandes forêts de chênes mêlées aux hêtres et aux fayards, ou bien par les grands bois de sapins. Vivement qu'on se refasse des nouvelles ésotériques, c'était quand même vachement bien. Dans ces courses vagabondes, il arrivait parfois que je m'égarais complètement, ayant perdu de vue, dans l'éclaircie des hautes futaies, les cimes élevées qui me permettaient habituellement de retrouver la direction de mon hôtel. À la nuit tombante, je débouchais de la forêt sur une route solitaire qui franchissait ce col étroit entre 2 montagnes. La pente était rapide, et dans la gorge à côté de la route, il y avait de la place que pour un petit ruisseau retombant des rochers vers la plaine en une multitude de cascades. Des 2 côtés, la forêt sombre, silencieuse, à l'infini. Sur la route, un poteau indiquait que X était à 10 kilomètres. C'était ma route, mais harassée par 6 heures de marche, tenaillée par une faim violente, j'aspirais au gîte et au dîner immédiat. Tu m'étonnes, encore 10 kilomètres, c'est pas tout près, c'est pas tout près. À quelques pas de là, une pauvre auberge isolée, véritable halte de roulier, montrait son enseigne vermoulue, au rendez-vous des amis. J'entrai.
L'unique salle était fumeuse et obscure. L'hôtelier taillé en Hercule, le visage mauvais, le teint jaune, sa femme petite, noire presque en haillons, le regard louche et sournois, me reçurent à mon arrivée. Je demandai à manger et si possible à coucher. Après un maigre souper, très maigre, pris sous l'œil soupçonneux et étrangement inquisiteur de l'hôtelier, à l'ombre d'un misérable quinquet, éclairant fort mal, mais répandant en revanche une fumée et une odeur nauséabonde, je suivis l'hôtesse qui me conduisit à travers un long couloir et un dur escalier dans une chambre délabrée située au-dessus de l'écurie. L'hôtelier, sa femme et moi, nous étions certainement seuls dans cette masure perdue dans la forêt loin de tout village. J'ai une prudence poussée jusqu'à la crainte. Cela tient de mon métier qui, sans cesse, me fait penser aux crimes passés et aux assassinats possibles. Je visitai soigneusement ma chambre, après avoir fermé la porte à clé, un lit plutôt un grabat, 2 chaises boiteuses, au fond presque dissimulées sous la tapisserie, une porte munie d'une serrure sans clé. J'ouvris cette porte, elle donnait sur une sorte d'échelle qui plongeait dans le vide. Je poussai devant pour la retenir si on tentait de l'ouvrir en dehors. Une sorte de table en bois blanc portant une cuvette ébréchée qui servait de toilette. Je plaçai à côté une des 2 chaises. De cette façon, on pouvait ouvrir la porte sans faire de bruit. Et je me couchai. Après une telle journée, comme bien on pense, je m'endormis profondément. Tout à coup, je me réveillai en sursaut. Il me semblait que l'on ouvrait la porte et que, en l'ouvrant, on poussait la table. Je crus même apercevoir la lueur d'une lampe, une lanterne ou d'une bougie, par le trou resté vide de la serrure. Comme affolé, je me dressai dans le vague du réveil et je criai « Qui est là ?» Rien. Le silence. L'obscurité complète. J'avais dû rêver, être le jouet d'une étrange illusion. Je restai de longues heures sans dormir, comme sous le coup d'une vague terreur. Le pauvre, il avait besoin de se reposer. Puis la fatigue eut raison de la peur et je m'endormis d'un lourd et pénible sommeil entrecoupé de cauchemars. Je crus voir, je vis dans mon sommeil cette chambre où j'étais, dans le lit, moi ou un autre. Je ne sais. La porte dérobée s'ouvrait, l'hôtelier entrait, un long couteau à la main. Derrière, sur le seuil de sa porte, sa femme debout, sale en guenilles, voilant de ses doigts noirs la lumière d'une lanterne. L'hôtelier, à pas de loup, s'approchait du lit plongeait son couteau dans le cœur du dormeur. Puis, le mari portant le cadavre par les pieds, la femme le portant par la tête, tous 2 descendaient l'étroite échelle. Un curieux détail, le mari portait entre ses dents le mince anneau qui tenait la lanterne. Et les 2 assassins descendaient l'escalier borne à la lueur terne de la lanterne. Je me réveillai en sursaut, le front inondé d'une sueur froide, terrifié. Alors je vous rappelle que plus haut, on avait un petit laïus sur le fait que la mort, c'était pas grave, que ça concernait surtout les gens qui étaient autour. Hein. Mais voilà, là on est dans une idée de mort aussi, hein, attention. Par les volets disjoints, les rayons du soleil d'août inondaient la chambre. C'était sans doute la lueur de la lanterne. Je vis l'hôtesse, seule, silencieuse, sournoise, et je m'échappais joyeux comme d'un enfer de cette auberge borgne pour respirer sur le grand chemin poudreux pur, l'air pur des sapins sous le soleil resplendissant dans les cris des oiseaux en fête. Je ne pensais plus à mon rêve. 3 ans après, je lus dans un journal une note à peu près conçue en ces termes. Les baigneurs et la population de X sont très émus de voir la disparition subite et incompréhensible de M. Victor Arnault, avocat, qui depuis 8 jours après être parti pour une course de quelques heures dans la montagne, n'est point revenu à son hôtel. On se perd en conjectures sur cette incroyable disparition. Pourquoi un étrange enchaînement d'idées ramenait-il mon esprit vers mon rêve à l'hôtel ? Je ne sais, mais cette association d'idées se souda plus fortement encore quand, 3 jours après, le même journal m'apporta ces lignes que voici. On a retrouvé en partie les traces de M. Victor Arnault. Le 24 août, au soir, il a été vu par un roulier dans une auberge isolée,
au rendez-vous des amis. Il se disposait à y passer la nuit. L'hôtelier, dont la réputation est des plus suspectes, et qui, jusqu'à ce jour, avait gardé le silence sur son voyageur, a été interrogé. Il prétend que celui-ci l'a quitté le soir même, et n'a point couché chez lui. Malgré cette affirmation, d'étranges versions commencent à circuler dans le pays. On parle d'un autre voyageur d'origine anglaise, disparu il y a 6 ans. D'autre part, une petite bergère prétend avoir vu la femme de l'hôtelier le 26 août lancer dans une mare cachée sous bois des draps ensanglantés. Il y a là un mystère qu'il serait utile d'éclaircir. Je n'y tins plus, et tenaillé par une force invisible qui me disait malgré moi que mon rêve était devenu une réalité terrible, je me rendis à X. À X, les magistrats, saisis de l'affaire par l'opinion publique, recherchaient sans données précises. Je tombai dans le cabinet de mon collègue, le juge d'instruction, le jour même où il entendait la déposition de mon ancienne hôtelière. Je lui demandai la permission de rester dans son cabinet pendant cette déposition. En entrant, la femme ne me reconnut pas très certainement. Elle ne prêta même nulle attention à ma présence. Elle raconta que, en effet, un voyageur dont le signalement ressemblait à celui de M. Victor Arnault était venu le 24 août au soir dans son auberge, mais qu'il n'y avait point passé la nuit. Du reste, avait-elle ajouté, il n'y a que 2 chambres à l'auberge, et cette nuit-là, toutes 2 ont été occupées par 2 rouliers entendus dans l'instruction et reconnaissant le fait. Intervenant subitement, et la 3e chambre, celle sur l'écurie, m'écriai-je. L'hôtelière eut un brusque tressaillement et parut subitement, comme en un soudain réveil, me reconnaître. Et moi, comme inspiré avec une audacieuse effronterie, je continuai. Victor Arnault a couché dans cette 3e chambre. Pendant la nuit, vous êtes venu avec votre mari, vous tenant une lanterne, lui un long couteau. Vous êtes monté par l'échelle de l'écurie. Vous avez ouvert une porte dérobée qui donne dans cette chambre. Vous êtes resté sur le seuil de la porte pendant que votre mari est allé égorger son voyageur afin de lui voler sa montre et son portefeuille. C'était mon rêve de 3 années que je racontais. Mon collègue m'écoutait ébahi. Quant à la femme épouvantée, les yeux démesurément ouverts, les dents claquant de terreur, elle était comme pétrifiée. Puis tous 2, ajoutai-je, vous avez pris le cadavre, votre mari le tenant par les pieds, vous le tenant par la tête. Vous l'avez ainsi descendu par l'échelle. Pour vous éclairer, votre mari portait l'anneau de la lanterne entre ses dents. Et alors, cette femme terrifiée, pâle, les jambes se dérobant sous elle. Vous avez donc tout vu? Puis, farouche, refusant de signer sa déposition, elle se referma dans un mutisme absolu. Quand mon collègue refit au mari mon récit, celui-ci se croyant livré par sa femme avec un affreux juron, « Ah lac, elle me le payera !» Mon rêve était donc bien devenu une sombre et terrible réalité. Dans l'écurie de l'hôtel, sous un épais tas de fumier, on retrouva le cadavre de l'infortuné Victor Arnault, et à côté de lui des ossements humains, peut-être ceux de l'Anglais disparu 6 ans auparavant dans des conditions identiques et tout aussi mystérieuses. Et moi? Avais-je été voué au même sort durant la nuit où j'avais rêvé? Avais-je réellement entendu ouvrir la porte masquée? Avais-je réellement vu de la lumière par le trou vide de la serrure? Ou bien, tout n'avait-il été que rêve, imagination et lugubre pressentiment? Je ne sais, mais je ne puis songer sans une certaine terreur à l'auberge louche perdue le long du grand chemin, au milieu des grands bois de sapins, et jurant si étrangement avec la belle nature, avec le ruisseau aux cascades murmurantes dont les gouttelettes étincellent comme des diamants au soleil. C'est signé Alexandre Bérard, c'était très très sympa. On va continuer maintenant avec un rêve révélateur, la télépathie. Et là, on a une petite annotation traduite de la revue Review of Review, Initiation, mai 1892. Ça, les rêves, c'est pas mal aussi. Vous savez que c'est mon sujet, c'est mon dada. On continue.
Le rêve Char, donc révérend je pense Charles Danier, baptiste minister à Cradock et président les dernières années de sa vie de l'Union baptiste en Afrique méridionale, mourut subitement dans la rue en allant faire ses devoirs religieux un samedi matin le 23 mai 1891. Monsieur Danier était élève du révérend Monsieur Gurriers Collège Alors, il était révérend Monsieur Gurriers Collège en Angleterre. Donc, Monsieur Danier était élève du avait à peu près 34 ans et était un des pasteurs les plus convoités, les plus dévoués, de la colonie. Excusez-moi, cette phrase était un petit peu particulière. Il laissa une veuve et 4 petits-enfants. Je suis heureux de dire qu'une somme considérable fut apportée par l'assistance à sa famille. La ville que j'habite est à 3000 lieues de Cradock. Dans mon église, je possède le frère de Monsieur Danier, un jeune homme de 25 ans. Pourquoi je possède? Son nom est James Danier, et il est employé dans une compagnie des mines de Beers. Monsieur James Danier est un homme d'une santé robuste et d'un caractère tout ce qu'il y a de plus droit et digne de foi. James travailla toute la nuit, le jour que son frère mourut. Premier rêve. Jeudi matin 21 mai, entre 7 et 9 heures, il rêva qu'il était dans son salon où se trouvait son frère mort. Il entendit des pas lourds d'un homme s'approchant de lui. Il sortit pour aller dans le couloir. Il vit des croque-morts étendant un corps qu'il reconnut pour être celui de son frère. Ça, les rêves prémonitoires, tout le monde le sait, hein. Second rêve. Vendredi matin 22 mai. Il rêva la même chose en ajoutant qu'il alla dans le cabinet de travail de son frère. Celui-ci se trouvait de l'autre côté du corridor et là, il le vit dans un cercueil. Troisième rêve. Samedi matin, le jour où son frère bien-aimé était très entouré, il rêva qu'il était le seul parent l'accompagnant. Qu'on alla à l'église où il y eut un service funèbre et ensuite on alla au cimetière qu'il reconnut parfaitement dans son rêve. Le même jour, Monsieur James devait revenir à ses devoirs lorsque Monsieur R. Archibald, qui était le mari d'une cousine germaine du pasteur en question, reçut une dépêche où on le pria d'annoncer le fait d'une mort soudaine du révérend Charles Danier à 10h30. Lorsque Monsieur Archibald reçut cette nouvelle, il était en train de faire un paiement aux ouvriers et ne pouvait à l'instant même interrompre cette occupation. Il envoya donc un de ses employés. Lorsque Monsieur James vit l'employé de Monsieur Archibald, il l'arrêta en route et lui dit ces mots. « Inutile de me dire pourquoi vous venez, je le sais trop bien. Mon frère est mort et vous venez l'annoncer. » Le messager répondit « Malheureusement, je suis désolé de vous dire que vous ne vous êtes point trompé. Monsieur votre frère est subitement mort à cette heure. » Monsieur James prit le train immédiatement, arriva à Cradock dimanche matin à 8h. Il alla tout droit de la station. Il entra dans son cabinet et trouva exactement son rêve réalisé. La vision était absolument exacte, mot à mot, tout fut exact. Ce rêve était fait avant la mort de son frère. Donc il le savait bien avant en fait. Vous pouvez, mes lecteurs, vous convaincre car le jeune homme habite Kimberley et j'ai fait connaître son adresse à mes nombreux lecteurs car je trouve que ces faits doivent être connus de ceux qui s'intéressent à la Reviews of Reviews. Review of Reviews, c'est le titre du journal. Et ça, c'est vrai que souvent les gens qui s'intéressent un minimum ont un petit peu plus ce genre de faculté et même ceux qui ne sont pas dedans. Monsieur Steele lui-même était un chercheur et un profond observateur. Maintenant, monsieur, veuillez bien m'expliquer la signification de tout cela. Ce n'est certainement pas un estomac malade ni un foie attaqué qui me fait faire des rêves de ce genre. N'y a-t-il pas là-dessous une science qui était bien négligée? N'y a-t-il pas des voix de l'autre côté qui veulent révéler un voile pour nous faire comprendre des choses inconnues? Croyez-moi votre dévoué et sincère James Hughes, Baptist Minister, Kimberley, South Africa, le 6 février 1892. Autre titre, remarquable prédiction de mort. Là, il l'a sorti dans l'Initiation en juin 1892. On va en avoir quelques-unes tout simplement parce qu'on arrive à la fin de ce chapitre, donc on va le finir.
Pour les chercheurs des causes psychiques, les faits suivants ne sont pas des créations fiévreuses imaginaires. Ce qui suit a été constaté par un avocat de Londres et semble assez compréhensible et clair. Étant dans une maison de campagne pour assister à l'anniversaire de la 25e année du fils aîné, j'étais consternée en voyant l'incident suivant. Le 3e jour de mon arrivée, j'observais que, montant l'escalier, une dame en velours noir s'approchait. Très majestueusement et très attrayante, je voulus l'examiner. Mais elle disparut au moment où je voulais le faire. Impossible de la retrouver même dans les longs couloirs. Deuxièmement, je la revis au bout de quelques jours, elle apparut de la même façon et disparut. Je ne pouvais jamais la réaliser comme ceux qui sont autour d'une table. De temps en temps, elle se montre à moi. Je me trouvais dans le corridor lorsqu'elle m'apparut tout dernièrement vêtue d'un costume de voyage. Je me décidai à mentionner ces faits bizarres. Lorsque j'ouvris la bouche pour en parler à la maîtresse de maison, elle s'évanouit. Je venais d'apprendre le secret de famille. Cette dame noire ne se montrait qu'avant la mort du chef de famille, et elle ne trompait jamais, car il y a 3 semaines que mon vieil ami est mort subitement. Troisièmement, une des plus anciennes familles du Devonshire a une histoire pareille. Chez elle, c'est la musique qui annonce habituellement la mort. Cette musique se manifeste sur la harpe. Cela impressionne beaucoup les gens qui savent ce que cela veut dire. Elle commence doucement et finit par une note triomphale. Elle se fait entendre 7 fois avant la mort. Ça, c'est super intéressant quand même. Quand vous avez quand même quelque chose qui prévient. Je sais pas si vous ou toi qui m'écoutes, tu as connaissance de ce genre de choses autour de toi. Mais c'est vrai que c'est des histoires qui existent et si vous en avez, n'hésitez pas à m'écrire, ça doit être vraiment intéressant. Quatrièmement, toutes les fois qu'à Venise une lumière se montrait à la fenêtre de Saint-Marc, un doge mourait. Si quelqu'un avait le courage d'entrer à l'église, il voyait un cardinal officiant la messe de mort. On entendait les orgues, les chants et les victimes assistant. Tout ça c'est traduit de l'anglais. Voilà. Mais écoutez, pour cette fois-ci en tout cas, on a ici une image qui s'appelle l'épée, usage de l'épée dans les évocations magiques. Je vous la mets. Donc si vous souhaitez voir ça, voilà, vous pouvez l'observer. Nous arrivons maintenant à la fin de ce chapitre, j'espère qu'il vous a plu. Nous allons passer plus tard, donc dans une prochaine lecture, je pense que ce sera le dernier et la fin de cette série, donc je vais voir pour le prochain livre, on va réfléchir. Mais c'est vrai que là c'était assez sympa. Bon, on n'a pas beaucoup parlé de magie, Là Papus il nous a un petit peu eu sur le titre, mais c'était quand même intéressant de voir un petit peu toutes ces expériences. Franchement c'était pas mal. J'espère que ça vous a plu. Ce livre en plus c'est un livre qui est peu connu de Papus, donc ça permettait de voir des choses un peu différentes. Donc prochain chapitre, des élémentales ou élémentaux. Si vous êtes toujours là, bravo à vous, merci à vous toujours pour votre soutien, pour vos abonnements. J'ai vu que j'en avais plein de nouveaux. Merci pour vos petits messages, vos likes aussi. Franchement, ça fait plaisir. Ça montre qu'il y a une vraie communauté et des personnes qui s'intéressent à ça. Donc voilà, c'est bien de savoir qu'on n'est pas tout seul dans ce cas-là. J'espère en tout cas que ça vous a plu sur ce chapitre et je vous dis moi à bientôt pour la suite et la fin de ce livre. Des gros bisous comme d'habitude et à bientôt sur Livre Ésotérique Ancien. À bientôt!